Les parties au contrat au Maroc. Domiciliation, bail, cession de parts, délégation de pouvoir. Introduction. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne VM Consulting Morocco. Aujourd'hui, on prend un peu de hauteur. Dans chaque contrat, il y a deux parties, et chaque type de contrat leur donne un nom bien précis. Confondre ces appellations, c'est le genre d'erreur qui peut coûter cher dans un acte juridique. Alors on va passer en revue 4 contrats très courants au Maroc: la domiciliation d'entreprise, le bail, la cession de parts sociales d'une SARL, et le procès-verbal de délégation de pouvoir. Pour chacun, qui est qui, et sur quelle loi ça s'appuie. C'est parti. 1. Le contrat de domiciliation d'entreprise. Premier contrat, la domiciliation. C'est ce qui permet à une société de fixer son siège social à une adresse qui n'est pas forcément un local qu'elle possède ou qu'elle loue elle-même. Ce contrat lie deux parties. D'un côté, le domiciliataire, c'est la personne, physique ou morale, qui met son adresse à disposition. Très souvent, un centre d'affaires. De l'autre côté, le domicilié, c'est l'entreprise qui va établir son siège statutaire à cette adresse. Un moyen simple de retenir: le domiciliataire donne l'adresse, le domicilié l'utilise. Ce contrat est aujourd'hui strictement encadré par la loi numéro 89/17, publiée en 2019, qui a modifié le code de commerce en y insérant les articles 544-1 et suivants. Avant cette réforme, la domiciliation reposait sur un simple texte administratif, sans véritable cadre légal. Depuis 2019, c'est un contrat type réglementé, avec des obligations précises pour le domiciliataire, notamment celle de vérifier l'identité du domicilié et de conserver un dossier à jour à son sujet, etc. 2. Le contrat de bail. Deuxième contrat, sans doute le plus connu, le bail. Là encore, deux parties, mais avec des appellations qui varient légèrement selon le type de local. D'un côté, le bailleur, c'est-à-dire celui qui met le bien à disposition. C'est en général le propriétaire du bien, même si, techniquement, un bailleur peut aussi être un usufruitier ou un mandataire du propriétaire. De l'autre côté, celui qui occupe le bien, on l'appelle généralement le locataire. Dans certains textes, notamment pour les baux commerciaux, on utilise aussi le terme de preneur, qui désigne exactement la même personne, celle qui prend le local en location. Pour les logements et les locaux à usage professionnel, comme un cabinet d'avocat ou un cabinet médical, c'est la loi numéro 67/12 qui s'applique. Elle encadre la formation du contrat, la fixation et la révision du loyer, les obligations du bailleur et du locataire, ainsi que les conditions de congé. Pour les locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, c'est un autre texte qui prend le relais, la loi numéro 49/16. Elle offre aux locataires une protection particulière, connue sous le nom de propriété commerciale, avec notamment un droit au renouvellement du bail. Donc, retenez bien: bailleur, celui qui loue son bien; locataire ou preneur, celui qui l'occupe. 3. L'acte de cession de parts sociales d'une SARL. Troisième contrat, la cession de parts sociales dans une SARL. Ici, un associé décide de vendre tout ou partie de ses parts à quelqu'un d'autre, que ce soit un autre associé ou un tiers extérieur à la société. Les deux parties portent des noms qu'on retrouve aussi dans d'autres types de cessions. Le cédant, c'est l'associé qui vend ses parts. Le cessionnaire, c'est celui qui les achète, qui les acquiert. Cette opération est encadrée par la loi numéro 5/96. Son article 16 impose que la cession soit obligatoirement constatée par écrit, sous peine de nullité pure et simple de l'opération. Lorsque la cession se fait au profit d'un tiers étranger à la société, elle doit en plus être autorisée par les associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales, conformément à l'article 58 de la même loi. En revanche, entre associés, la cession est en principe libre, selon l'article 60, sauf disposition contraire des statuts. Donc, dans un acte de cession de parts sociales, cédant, celui qui vend; cessionnaire, celui qui achète. Et l'écrit n'est jamais optionnel. 4. Le procès-verbal de délégation de pouvoir. Quatrième et dernier document, le procès-verbal de délégation de pouvoir. On reste ici dans une logique proche du mandat, que l'on a déjà détaillé dans une autre vidéo. Une personne confie à une autre le pouvoir d'agir en son nom, mais cette fois dans un cadre plus formel, souvent au sein d'une entreprise. Dans ce PV, on retrouve les mêmes rôles que dans le mandat classique. Le mandant, ou délégant, c'est celui qui accorde le pouvoir. C'est très souvent le gérant ou le représentant légal de la société. Le mandataire, ou délégataire, c'est celui qui reçoit ce pouvoir, pour agir dans une limite précise, par exemple pour signer des documents bancaires, représenter la société auprès de l'administration,
ou engager certaines dépenses. Sur le plan légal, ce mécanisme s'appuie sur les dispositions du mandat prévues par le Dayreformant Code des obligations et des contrats, aux articles 879 et suivants, qui définissent le mandat comme le contrat par lequel une personne charge une autre d'accomplir un acte licite pour son compte. La délégation de pouvoir doit toujours préciser 3 choses, qui délègue, à qui, et surtout, dans quelles limites précises. Un pouvoir mal délimité peut être source de litige, aussi bien avec des tiers qu'à l'intérieur de l'entreprise elle-même. Conclusion. Pour résumer rapidement, domiciliataire et domicilié pour la domiciliation d'entreprise. Bailleur et locataire, ou preneur, pour le bail. Cédant et cessionnaire, pour la cession de parts sociales. Et mandant et mandataire, ou délégant et délégataire, pour la délégation de pouvoir. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à la partager et à vous abonner pour la suite. Dites-nous en commentaire quel contrat vous voulez qu'on décortique ensuite. À très vite.